OK, donc normalement, vous voyez, mon écran et on va commencer. Alors, comment, est composé le programme aujourd'hui? Alors je vais commencer par une petite présentation, de l'agence, rapide, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Ensuite, on va, passer, une petite demi-heure à parler, des derniers points d'actualité, que j'ai remarqués, qui me paraissaient, intéressants à relever. Donc c'est un petit moment de curation. On va enchaîner après, avoir répondu aux éventuelles questions que vous allez poser, par une première conférence. Et cette fois-ci, ça sera consacré, je dirais aux aux actions qui me paraît intéressant, de lancer en 2021 compte tenu du changement de contexte. Donc là, ça sera, quelque chose d'assez, large. On va parler, un petit peu de technique, de marketing, et de sujets digitaux en général. Et après une pause, au cours de laquelle, je répondrai, aux questions que vous avez posées, en avance avant ce webinaire. Eh bien, on va attaquer sur une deuxième conférence qui cette fois-ci sera, qui va durer une demi heure et qui sera centrée sur, des sujets de pur SEO. Et donc là, le thème, c'est, voilà, qu'est-ce qui se prépare pour 2021? Quels sont les changements, en fait, dans, le SEO que l'on peut attendre pour 2021? Donc voilà, donc là, j'ai, décidé de prendre ma boule de cristal et regarder un petit peu dedans. Alors l'exercice a ses limites, hein, comme d'habitude, mais c'est aussi un exercice qu'il est intéressant de faire en début d'année, à chaque fois. Bien, alors, un petit détail, si vous avez envie de poser des questions, n'hésitez pas, à le faire, mais via, l'outil de questions-réponses, que vous avez en bas de votre écran, plutôt que par le chat, parce que c'est, beaucoup plus facile à gérer par la suite, lorsque je vais répondre à vos questions. C'est mieux présenté, mieux structuré, ça évite de trouver les questions perdues, au milieu des conversations dans le chat, et au milieu de vos tonnes d'encouragement. Donc ça évite que les questions se perdent tout simplement, puisqu'on peut topper facilement les questions qui ont été traitées, donc de manière à mieux voir celles qui n'ont pas été traitées. Donc s'il vous plaît, utilisez plutôt la FAQ. Bien, alors 2 mots sur, l'agence Neper pour commencer. Donc Neper, c'est une agence que j'ai créée, avec mon associé Diana Bundo en septembre dernier. Donc c'est une agence qui est centrée sur, tous les sujets, d'inbound marketing, mais qui s'étend à d'autres, sujets digitaux. Et notre cœur d'expertise, ça reste le SEO, mais on aborde tous les sujets connexes, le search en général, avec le PPC, mais également tout ce qui est content marketing et tout ce qui relève de l'action digitale en général. Voilà, mais avec une coloration très, très forte pour, les stratégies liées à l'inbound marketing. Alors pourquoi est-ce qu'on a créé, l'agence Neper? Alors déjà dans l'ADN de Neper, on a, 2 choses essentielles. On se concentre déjà sur tout ce qui est, efficient. Dans tout ce que l'on peut faire en matière digitale sur un site internet, il y a des choses qui sont, plus ou moins efficaces et surtout dès lors qu'on est limité par les moyens, or on est toujours limité par les moyens dans les entreprises, hein, c'est intéressant d'utiliser à chaque fois, les approches qui sont les plus, génératrices de résultats, avec le minimum de moyens. Donc là, l'efficience, c'est absolument important. Ensuite, il y a des sujets en digital marketing, sur lesquels on collecte beaucoup de données. L'interprétation est parfois difficile. Et puis il y a des sujets sur le SEO, sur lesquels, généralement, on a des problèmes de rigueur au rendez-vous. C'est pas du tout notre parti pris. Notre parti pris, c'est, de rajouter une dose de science un petit peu dans tout ce que l'on fait. D'où le nom Neper, hein. Neper, ça vient de logarithme népérien, pour ceux qui ont fait un peu de maths, dans leurs études, ça va vous rappeler quelque chose. Donc dans notre équipe, dirigeante, on a des gens, qui viennent de tous les, horizons du digital. Je vais passer rapidement là-dessus. Alors juste pour information, Neper, c'est un groupe aujourd'hui dans lequel on a, Neper Consulting, et Neper SEO, qui est une agence de conseil en digital marketing, centrée donc sur l'inbound marketing.
On a une structure qui s'appelle Nepper Solutions, qui développe des solutions logicielles pour le digital marketing. On a également la société Knowwhy, qui existe depuis 2018 et qui est la société qui fait les formations en fait dans le groupe. On en reparlera tout à l'heure. Il y a des formations en digital marketing qui sont au programme les prochaines semaines. Et c'est également Knowwhy qui donc est l'éditrice des événements Searchwhy. Alors normalement, donc Searchwhy Paris aurait dû avoir lieu comme chaque année, donc début février. Bon, cette année, c'est repoussé. Je l'espère en mois de juin. Et en tout cas, l'événement de Searchwhy Genève est toujours programmé pour le mois d'octobre 2021. Bien, je passe rapidement sur notre offre. Je vous ai un petit peu décrit ce que l'on faisait tout à l'heure. Alors, on a déjà développé des outils par le biais de Nepper Solutions, hein, Nepper Bench, qui est un outil de benchmark de la visibilité des sites. Nepper Mesh, qui est un outil d'aide au maillage de sites. Alors ça, c'est intéressant pour des gros sites. Le Nepper LPG, Landing Page Generator, donc ça, c'est pour être capable de générer des nouvelles pages d'atterrissage pour des gros sites e-commerce, par exemple. Et le Nepper SERP Analyzer, qui est un outil qui nous aide beaucoup dans les audits sur des sites qui sont positionnés sur des requêtes très concurrentielles. Ça nous sert en fait à avoir tous les indicateurs permettant de comprendre en fait qu'est-ce qui fait que sur une requête donnée, probablement un site est devant les autres. Voilà, c'est quels sont les critères de classement qui sont probablement explicatifs des positions sur une requête donnée. Alors chez Nepper, on est en train de développer des méthodologies nouvelles, on en reparlera tout à l'heure, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors pour information, on fait de la recherche aussi chez Nepper en ce moment. On a développé un laboratoire de recherche qui est financé par le Crédit Impôt Recherche et qui donne en fait à l'ensemble de l'entreprise le statut de jeune entreprise innovante. L'équipe de recherche est dirigée par le docteur Alalé Kamari, qui est une chercheuse qui est spécialisée dans tout ce qui est machine learning IA. Et en fait, on travaille sur les applications des évolutions des algorithmes de traitement du langage naturel qui fonctionnent à base machine learning. Donc typiquement, là, on est en train de parler de BERT et de ses dérivés, par exemple, mais pas uniquement. On est en train donc de regarder quelles sont les applications possibles de ces nouvelles technologies pour les sites web. Bien, alors, on va essayer de passer au vif du sujet et commencer par parler de l'actualité du SEO digital marketing. Alors, là-dessus, soyons clairs, c'est des sujets sur lesquels je passe assez vite, donc n'hésitez pas à poser des questions. Et c'est une curation, donc il y a des choix éditoriaux de ce qui est important, ce qui n'est pas. Si vous avez, vous, un sujet d'actualité concernant le digital marketing sur lequel vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par la FAQ. Et à partir du moment où j'ai l'information, je n'hésiterai pas à y répondre. Après, je ne suis pas omniscient, il y a des sujets auxquels je ne me serais pas intéressé, et sur lesquels je ne serais pas en mesure de répondre. Mais bon, généralement, je fais une bonne veille, donc il y a quand même pas mal de sujets en search et en digital marketing sur lesquels j'ai eu l'occasion de voir passer les informations. Bien, alors, dans les événements les plus marquants ces derniers temps, on a évidemment la Core Update de décembre. Alors, cette mise à jour du cœur de l'algorithme de Google, qui est intervenue en décembre, a eu un impact quand même assez fort sur les pages de résultats. Et une fois de plus, on est confronté à une mise à jour où la plupart des experts n'ont pas réussi à véritablement trouver quel était le facteur, le critère qui était, comment dire, à l'origine de ces chamboulements dans les classements. Donc on est sur, une fois de plus, c'est un point commun de toutes les mises à jour du cœur de l'algorithme qu'on a connu depuis maintenant 3 ans. La plupart de ces mises à jour ont pour objectif d'améliorer l'expérience de recherche pour les utilisateurs, d'améliorer la qualité des résultats présentés dans les pages de résultats,
Et donc, ce sont des updates qui ont un focus sur, concrètement, des critères, des facteurs assez multiples que l'on trouve typiquement dans le guide des Quality Raters. Donc là, on sent que parmi les sites qui ont été dézingués, passez-moi l'expression, par Google lors de cette mise à jour, eh bien, ce sont des sites qui n'étaient pas très très bons sur les critères qu'on trouve dans le guide du Quality Raters, et notamment des nouveaux critères sur l'autorité qui ont été introduits dans la dernière mouture de ce guide des Quality Raters. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit que dans à peu près un cas sur deux, lorsqu'il y a une mise à jour du guide des Quality Raters, quelques semaines, quelques mois après, on voit apparaître une mise à jour qui a l'air d'être assez en phase dans sa façon de reclasser, de refiltrer les pages de résultats avec les nouvelles consignes qu'on a vues apparaître dans le guide du Quality Rater. En fait, c'est assez logique. Je pense que le travail des Quality Raters sert à entraîner probablement des outils de Google pour arriver à scorer des sites. Et derrière, c'est mis en œuvre, c'est mis en place, et on voit les résultats après dans ces core updates. Donc voilà, donc là, avec le recul, c'est ce qu'on peut dire sur la December Update. Alors, il y a quand même des sites qui ont été plus impactés que d'autres, notamment en France. Donc, par exemple, il y a eu un tir groupé de sites de type de sites médias, pas forcément les sites médias les plus connus, ceux qui font le plus autorité, mais qui ont été justement impactés par la core update, qui ont perdu de la visibilité de manière assez sensible. Alors, ne retenez pas que la core update n'a touché que des sites médias, c'est complètement faux. Je dirais il y a vraiment eu des changements dans tous les secteurs d'activité. Il y a très très peu de verticaux qu'on peut, je dirais, identifier comme ayant été non pénalisés non impactés positivement ou négativement par cette core update. Alors l'autre chose qu'il faut noter, c'est l'annonce, on est toujours dans le référencement là, l'annonce par Google du lancement, du déploiement d'un nouvel algorithme basé sur le scoring de passage. Donc jusqu'ici, en fait, la recommandation, c'était de dire attention, en fait, Google, il analyse les pages, le contenu des pages, pour savoir si le contenu est pertinent par rapport à une requête donnée. Ok, très bien. Ça veut dire que, par exemple, lorsqu'on faisait une FAQ, il était conseillé en fait de découper la FAQ en pages de questions-réponses. C'est plus efficace que d'avoir une grande FAQ avec toutes les questions et les réponses alignées sur une seule page. Ça permettait comme ça d'avoir une page qui correspondait à la question posée par l'internaute. Donc on avait un meilleur référencement avec les anciennes versions de l'algorithme. Là, on passe à quelque chose de fondamentalement différent, dans lequel Google dit « Ok, je suis capable d'identifier que certaines des zones du contenu d'une page sont en fait des très bonnes réponses à des requêtes, à des questions posées par les internautes. Et donc, du coup, je dois être capable de faire remonter dans les classements les pages qui contiennent ces réponses. Et donc, ça va être évidemment un petit peu révolutionnaire, puisque ça veut dire que vont apparaître en tête des résultats des pages qui, avant, étaient complètement délaissées par l'algorithme. Alors, quand est-ce que ça va être mis en place? Ça a été annoncé en octobre. C'est toujours pas en place. C'est annoncé pour les prochaines semaines. Et donc, on sait que ça peut avoir un certain impact. Alors, là, je regardais dans ma boule de cristal. Il n'y a absolument aucun indice sur l'impact que ça va vraiment avoir. Ce que l'on sait par contre, c'est que ça ne changera pas l'apparence des pages de résultats, contrairement à ce que Google avait réussi à laisser penser par cette illustration que vous avez à l'écran, qui est une illustration dans laquelle on voyait apparaître un feature snippet après le passage de l'algorithme qui prend en compte les passages. Eh bien, il s'avère que cette illustration a été tout simplement mal choisie et qu'en fait, non, cette mise à jour ne va pas modifier l'apparence des pages de résultats. C'est juste un mauvais choix d'illustration. Donc, ça a été confirmé par Danny Sullivan, qui est
l'ancien donc patron de Search Engine Watch et des conférences FMX et qui maintenant travaille en tant que porte-parole chez Google. Alors par contre, il y a quelque chose qui est passé. Donc, en même temps que Google a annoncé l'indexation des passages, bon, ce qui est en fait un faux terme parce que c'est pas exactement ça, mais enfin, il faut bien appeler les choses avec un nom à un moment donné. Ce qui a été mis en place en novembre et qui a été annoncé en même temps que l'indexation des passages, c'est le fait que Google allait faire des expansions de requêtes sur les sous-thématiques. Alors ça marche aussi à base de machine learning. Le fonctionnement, c'est que si jamais vous avez une requête qui, en fait, est un peu générique et que les pages qui sont pertinentes ne remonteront que si on fait des requêtes un petit peu plus précises sur certains sujets, et bien plutôt que d'imposer à l'internaute de faire des requêtes successives pour arriver à trouver toutes les pages pertinentes, bien là, l'algorithme est capable de deviner que lorsqu'on pose une requête thématique, ça appelle derrière des requêtes sur des sous-thématiques, et ces requêtes sur les sous-thématiques sont automatiquement effectuées, ça s'appelle une expansion de requête, lors de la première requête, et donc la page de résultat est ainsi chamboulée et fait apparaître donc en tête des résultats non seulement les pages jugées pertinentes sur la requête principale, mais aussi sur ces sous-requêtes-là. Alors, personne n'a vu que cette implémentation avait eu lieu, parce que très probablement, ça ne modifie en fait qu'un très petit nombre de requêtes en proportion, et un très petit nombre également de résultats dans les pages. Ça ne se voyait pas dans les outils concrètement. Mais c'est en place, et ça veut dire aussi que un certain nombre de gens qui ne savaient pas en fait capter du trafic en allant se positionner sur des requêtes génériques parce qu'ils avaient des pages qui répondaient à des requêtes trop spécifiques, eh bien aujourd'hui peuvent voir bizarrement leur page extrêmement spécifique remonter sur des requêtes génériques qui peuvent leur apporter 2 fois, 3 fois, 5 fois plus de trafic. Donc là, si vous cherchez la cause de ce phénomène, eh bien, ça vient de cette fonctionnalité de Subtopics Ranking. Alors, on en reste sur Google 2 minutes. Il y a maintenant des changements sur la Search Console, qui a fait l'objet d'un revamping assez inconsidérable. Donc maintenant, on a des infos plus claires sur les rapports de couverture de la Google Search Console. Donc là, je vous ai mis un exemple d'une Search Console qui faisait apparaître un nombre assez considérable d'anomalies lors de l'exploration, donc près de 200 000. Ok, super. Alors, quand on essaie de comprendre ce que c'est que cette anomalie, eh bien, dans l'ancienne présentation, c'était vraiment compliqué d'arriver à savoir qu'est-ce que Google n'aimait pas dans ces pages-là. Eh bien, regardez ce qui se passe lorsque on arrive maintenant sur la Search Console. Eh bien, ces URL en anomalie sont remplacés par des cas d'erreur beaucoup plus précis. Et là, on s'aperçoit en fait que sur ce même site, eh bien, les URL en anomalie sont devenus des soft 404. Donc, ça fait partie des choses qui ont été améliorées dans la présentation du rapport de couverture de la Google Search Console. Là, maintenant, on sait exactement quel est le problème qui a été vu par Google. Il n'y a plus cette catégorie un peu fourre-tout d'anomalies qui ne permettait pas au webmaster en général d'identifier clairement l'origine de leurs difficultés. Alors, Google a aussi modifié le rapport sur l'exploration. Alors ça, je vous le signale parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oh, il a disparu le rapport sur l'exploration, je ne le trouve plus. Non, non, il n'a pas disparu, il est juste rangé bizarrement. Ce rapport n'est pas avec les autres rapports, il est caché dans les paramètres. Donc, si vous voulez avoir accès au rapport, vous cliquez sur paramètres et vous allez avoir ensuite une page de paramètres avec en plein milieu donc le lien pour ouvrir le rapport sur l'exploration. Alors, c'est pour information, il y a un petit peu plus d'informations qu'avant sur ce rapport et donc il n'y a toujours pas le crawl unique, il n'y a toujours pas un ensemble d'indicateurs que vous ne trouverez que sur les outils qui exploitent les logs ou ou les outils Web Analytics, mais
Là, vraiment, on a une meilleure présentation, une idée plus claire de quel type de fichiers sont crawlés. Donc, n'hésitez pas à aller regarder vos rapports sur l'exploration. C'est toujours passionnant pour savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à votre budget de crawl. Alors, quelques news côté digital. Alors, déjà, on est au début de 2021. Il y a un événement qui s'est passé en 2020, c'est l'explosion de TikTok. Donc TikTok qui surpasse Facebook très largement aux USA maintenant, en termes de temps moyen passé par l'utilisateur sur la plateforme. Et c'est vrai aux États-Unis, c'est aussi vrai en France, hein, puisque en France, donc on est à 17,3 heures par mois de temps passé et 14,2 heures sur Facebook. Donc voilà, donc Facebook est en perte de vitesse chez les jeunes au profit de TikTok. Alors, pour l'anecdote, ça a évidemment créé une certaine émotion aux USA. Et donc, l'administration Trump, au mois d'août, a décidé d'interdire à TikTok l'accès aux internautes USA, avec une porte de sortie qui était le fait de vendre l'activité US de TikTok à des sociétés américaines pour ne pas être victime de cette interdiction. Alors la saga dure depuis des mois. On a donc deux sociétés qui sont positionnées dans le cadre d'un consortium, Oracle et Walmart, pour racheter l'activité de TikTok aux USA. Ça dure depuis le mois de novembre maintenant, cette histoire, et c'est un petit peu bloqué. Donc la justice a l'air de remettre en cause les décisions de l'État américain. Et donc, on attend évidemment l'évolution post-élection de Joe Biden, et maintenant qu'il a prêté serment. Il est possible que, je dirais, des décisions un peu différentes soient prises par l'administration américaine. Donc voilà, peut-être que TikTok va changer de main aux États-Unis ou pas. La suite nous le dira. En tout cas, en France, c'est toujours le groupe chinois ByteDance qui est derrière TikTok. Alors dans les news, on a aussi vu apparaître ces derniers mois la possibilité d'acheter des produits sur YouTube. Alors c'est en bêta test, hein, donc c'est pas complètement disponible de manière complète. Alors c'est pas du tout des espaces publicitaires, hein, confondez pas avec les shopping ads. Donc là, c'est vraiment la possibilité de vendre dans un pseudo-catalogue des produits qui sont présentés sous forme de fiches produits en vidéo. Et si vous voulez avoir plus d'infos, je vous ai mis le lien et ça vous permettra évidemment de regarder comment cette fonctionnalité fonctionne. Alors Google a eu dans le passé toujours la volonté de créer des outils marchands pour sortir un petit peu du modèle uniquement publicitaire. Il n'est pas vraiment arrivé jusqu'ici, donc peut-être qu'il y arrivera avec YouTube, on verra. Donc pour finir sur l'aspect digital, on va s'intéresser au bilan des dépenses publicitaires, le spend comme on dit dans le jargon, avec des chiffres qui ne surprendront personne, qui sont en net recul à cause évidemment du Covid-19. Alors ça, c'est quelque chose qui avait déjà commencé pour des raisons complètement différentes en France en 2019. On avait eu des investissements publicitaires un petit peu en berne. Donc là, ça avait repris fortement au premier trimestre 2020 en France, mais suite à une baisse de pratiquement 30% depuis la crise du Covid-19, eh bien, on termine l'année avec une chute des investissements publicitaires de 18,7% en France. Alors là, je parle de l'ensemble des investissements publicitaires, hein. Par contre, le digital s'en sort un peu mieux. Alors au niveau global, en fait, on est en croissance de 0,6%, donc c'est pas grand-chose hein, par rapport aux chiffres qu'on connaissait les années précédentes, avec des petites différences, suivant les canaux digitaux. Ce qui fonctionne le mieux dans le contexte actuel, c'est les réseaux sociaux qui ont connu une croissance de 10% des investissements, 9,8% pour être précis, la vidéo en ligne avec 5%, et le search a connu une toute petite hausse de 0,9%.
Par contre, sur les médias traditionnels, c'est la cata, hein. Moins 31,6% sur le cinéma et moins 21,7% sur la publicité extérieure. La télévision s'en sortant un petit peu mieux avec juste 13,8% de baisse. Alors ça, c'est au niveau global, au niveau mondial. En France, les chiffres sont encore un petit peu plus violents. Là, sur la fin de l'année, les prévisions, on n'a pas encore des chiffres très exacts pour l'année 2020. Donc là, c'est des prévisions sur les chiffres collectés jusqu'en décembre. On était quand même à du moins 26% sur les médias non digitaux et du moins 5% sur le digital. Donc ça veut dire des chiffres beaucoup plus sévères que les chiffres qu'on a connus au niveau mondial. Alors, si vous voulez avoir régulièrement des informations de ce type, hein, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Donc là, il y a le formulaire qui est disponible sur la page d'accueil de notre site. Vous avez aussi eu la possibilité, pour certains l'ont fait, je l'ai vu, de vous inscrire au moment de l'inscription à notre webinaire. Donc n'hésitez pas toutes les semaines, donc la prochaine envoi étant ce soir. Toutes les semaines, on vous fait un petit point de curation comme ça sur les dernières informations à relever. Alors c'est très centré sur le Search Engine Inbound Marketing, mais il y a d'autres informations sur des sujets digitaux qui sont remontés régulièrement sur cette newsletter. Et alors c'est également le moyen d'avoir également des informations sur les événements qu'on organise, sur les formations également que l'on organise au niveau du groupe Nepper. Donc voilà, alors on va faire une petite pause pour répondre à vos questions avant de passer à la conférence suivante. Alors j'ai une très bonne question au sujet des subtopics ranking que je me suis immédiatement posée aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le subtopic ranking? Le côté magique, c'est justement ce que j'avais expliqué dans un article la semaine dernière sur ce sujet-là. Le côté magique de ça, c'est que finalement, il n'y a aucune stratégie d'optimisation nécessaire. En fait, cette situation permet à des pages qui ne sont pas réellement optimisées pour des requêtes d'apparaître sur ces requêtes-là. C'est quand même assez magique. Ça veut dire que en fait, des pages spécialisées peuvent remonter sur des requêtes un petit peu plus génériques que le sujet qui est abordé par ces pages-là. Ça change un petit peu la donne en approche de content marketing. Par exemple, moi, je me souviens que dans les 10 dernières années, j'ai souvent eu l'occasion de conseiller, d'aider des sites à fabriquer ce qu'on appelle dans le jargon des pages hub. Une page hub, ça permet donc à un site qui est un petit peu trop spécialisé de pouvoir créer des pages qui regroupent peut-être plusieurs catégories d'un même site et répondant, ça crée une landing page spéciale qui répond à des requêtes génériques parce que sinon, le site ne serait pas en mesure de lutter contre des sites qui sont plus généralistes, parfois plus gros aussi, mais plus généralistes, et qui donc captent une bonne partie du trafic, alors que eux ne sont pas spécialisés sur le sujet. C'est un peu injuste. Et c'était la réalité de l'algorithme avant. Et bien du coup, aujourd'hui, cette recommandation avec la création de pages hub devient un petit peu moins utile. Donc, est-ce que donc il faut chercher à optimiser les choses pour le subtopic ranking? C'est un peu l'inverse. Alors qu'il faut se dire, est-ce que sur ces requêtes-là, j'ai besoin de créer des pages plus génériques, genre des pages hub, alors que je vois bien sur la requête qu'en réalité, il y a des expansions de requêtes qui sont faites sur des expressions connexes, sur lesquelles je suis déjà correctement positionné parce que j'ai une page d'atterrissage pour ça. À chaque fois qu'on va voir que ce n'est pas le cas, ça veut dire que ça fait du travail en moins. Par contre, visiblement, l'optimisation des requêtes côté Google n'est pas quelque chose qui est universel. Donc, il y a des tas de requêtes sur lesquelles les subtopic ranking ne changent rien. Et donc, on aura derrière l'obligation de continuer à faire comme avant, c'est-à-dire de faire attention
à la présence ou pas de pages d'atterrissage sur des requêtes génériques. Donc, on sera obligé de les ajouter. Donc, voilà, donc c'est plutôt dans le sens inverse, c'est de se dire, OK, vérifions si donc on est sur un cas où la création d'une page générique est nécessaire. Si ce n'est pas le cas, eh bien, donc, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire de spécial. Et si c'est le cas, eh bien, il y aura toujours à faire les optimisations comme avant. Mais merci Google, ça fait du travail en moins.